Bonjour à tous. Un grand merci à la FPBN d'organiser ce webinaire. Et en particulier, donc, il y a deux sections de la FPBN qui est impliquée dans ces deux présentations, la section TDAH et la section Next. Et donc aujourd'hui, on vous propose d'aborder la thématique du trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité de l'adulte, et notamment celle des approches non médicamenteuses de ce trouble. Donc, on est trois médecins psychiatres qui sommes impliqués dans le diagnostic, la prise en charge de ces troubles. Sébastien Webel, qui est praticien hospitalier au CHU de Strasbourg, qui a une activité clinique, une grande partie de son activité clinique qui est orientée sur le diagnostic et la prise en charge du TDAH adulte. Jean-Arthur Micouleau, qui est maître de conférences universitaire au CHU de Bordeaux, qui est psychiatre et spécialiste du sommeil et qui est un des grands spécialistes en France du neurofeedback. Et pour ma part, je suis psychiatre et médecin du sommeil aussi au CHU de Montpellier, et je m'occupe aussi depuis une dizaine d'années d'une consultation spécialisée pour le TDAH de l'adulte. Et donc, je suis ravi de modérer cette session qui donc va parler des thérapies non médicamenteuses. Et dans les thérapies non médicamenteuses du TDAH, on a, pour être très caricatural, un peu deux visions. La première qui serait celle d'agir directement sur les symptômes et de tenter de rééduquer le patient. C'est les approches de remédiation cognitive, par exemple, et, mais Jean-Arthur peut-être me contredira, celle qui se rapproche en tout cas le neurofeedback se rapproche d'une approche de rééducation de l'attention. Et l'autre grande approche est plutôt celle de la réadaptation, l'objectif étant d'aider le patient à corriger au maximum les conséquences négatives de son trouble en adoptant des stratégies, des techniques dans son quotidien. Et finalement, on considère que ces deux approches complémentaires et que finalement, qui ont des philosophies qui sont assez opposées. Et ce qui les oppose aussi là aujourd'hui, c'est finalement la place de la technologie, où Sébastien va nous parler d'approches finalement qu'on peut appeler un peu low-tech, et Jean-Arthur, quelque chose de très justement high-tech. Et voilà, donc l'idée, c'est qu'on est sur deux approches complémentaires. Peut-être que finalement, vous nous convaincrez qu'elles ne sont pas si opposées que ça et qu'on travaille sur la même chose. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sébastien Webel, qui donc va nous parler de ce qu'il a appelé les psychotechniques, les techniques mentales, donc pour aider les personnes qui souffrent de troubles de l'attention. Et je te laisse la parole. Oui, merci Régis. Alors n'hésitez pas à poser vos questions dès à présent dans le chat et dans l'onglet questions, et on pourra y répondre à la fin dans la partie discussion. Oui, donc je vais parler de psychotechnique. Alors c'est un peu un terme que j'ai forgé. Je vais d'abord peut-être vous expliquer en deux mots ce que c'est que le TDAH, mais comment on peut le penser en fait. On appelle TDAH quelque chose qui n'est pas vraiment un trouble du déficit de l'attention, hein, c'est plutôt un déficit dans la capacité de contrôler son degré d'attention. Hein. C'est ce qu'on peut observer notamment dans tous les tests neuropsychologiques qui montrent que ce n'est pas forcément un déficit d'attention comme on observerait cela comme dans une négligence, par exemple, avec un déficit d'attention d'un côté du champ visuel. C'est vraiment un problème de contrôle de l'attention, et pas seulement de l'attention, de l'impulsivité, de l'hyperactivité, et encore plus largement, peut-être, au-delà des symptômes centraux du TDAH, de la motivation, des émotions. Et en fait, on peut, alors de façon très simplifiée, on peut placer ça dans les zones de contrôle cérébral, où, vous voyez sur les boutons à droite, le patient est peut-être un peu avec des boutons qui ne sont pas très performants, assez limités en modularité entre le 1 et le 10, alors que ce qu'on voudrait, c'est quelque chose de plus subtil qui permet de s'ajuster en fonction de son besoin dans une situation donnée. Et donc, comment aider les patients à faire face à ça? C'est ce qu'on va voir. Alors, je souligne déjà ici deux options. Hein. Soit on renforce, on rééduque, on retravaille une capacité qui devrait marcher mieux, ou bien on utilise des voies détournées, ce que Régis présentait ici aussi dans les deux options principales, ce que j'appelle ici la vicariance, mais qui est finalement la même chose. Donc,
voilà la question principale dans le TDAH, donc dans ce concept d'autorégulation. Alors, justement, on va parler de choses très low-tech. Alors, évidemment, on peut prendre un marteau et néandertalien et taper sur la tête du patient qui ne fait pas comme on veut. On va peut-être s'inspirer d'autres techniques low-tech, mais qui sont peut-être pas si récentes non plus. Et je prends l'exemple notamment des techniques inspirées des sagesses orientales, bouddhistes, sur lesquelles on va un peu se baser, dans une certaine mesure, qui ont quand même des sources d'il y a plusieurs siècles derrière nous. Alors, tout d'abord, je vais peut-être rentrer d'abord dans des conceptions un peu plus basées sur les preuves, avant de parler de quelque chose qui sera plus expérimental. Donc, quelles sont les approches psychothérapiques qui sont validées dans le TDAH? Parce qu'on va parler des approches non médicamenteuses et on va plus spécifiquement psychothérapiques. Donc, tout d'abord, les TCC ont montré une efficacité. Alors, j'ai mis quelques références en dessous, dans la première ligne. Les programmes qui ont été le plus étudiés sont ceux de Safren ou de Solento, ces deux programmes différents que je ne développerai pas. Ils ont montré une efficacité, et notamment quand ils étaient proposés en groupe, et surtout, il ne faut pas l'oublier, chez les patients qui étaient déjà médiqués. On a l'essai de Philipsen 2015 là, qui est très intéressant de ce point de vue-là. Alors, ce n'est pas le programme de Solento ou de Safren, c'était un programme un peu différent, mais qui utilisait de façon intéressante 4 groupes différents, avec chaque fois un double placebo, placebo-thérapie, placebo-traitement. Donc, il y avait les 4 possibilités de ce double choix. Et en fait, c'était le traitement qui dépassait psychothérapie ou pas, et peut-être sur le critère d'évaluation principal. Donc, on a quand même un peu de mal à avoir des données sur les patients non médicamentés en termes d'efficacité de la TCC. Voilà. C'est peut-être un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. L'autre thérapie qui commence à montrer des preuves intéressantes, c'est toutes les thérapies qui sont basées sur le mindfulness et la pleine conscience, avec un certain nombre de résultats qui sont assez encourageants. Alors, on ne peut pas dire qu'on a le même niveau de preuve que pour les TCC, mais une approche de type mindfulness adaptée pour les patients TDAH pourrait vraiment apporter un bénéfice, également en complément des traitements. Alors, je vais déjà mettre un point d'arrêt sur cette discussion en disant, OK, mais comment on peut le proposer aux patients? Et il faut se rendre compte qu'il y a des difficultés d'accès majeures en pratique, parce que je pense que des personnes qui proposent de façon structurée, et comme ça a été proposé dans les études, le programme de Solento, de Safren, ou un programme basé sur mindfulness, il n'y en a pas beaucoup, et même dans les endroits où il y a des centres spécialisés. Donc on est vraiment dans une situation finalement d'accès aux soins, et qu'est-ce qu'on propose néanmoins? Alors, si on se base sur la vie réelle, on se rend compte que finalement, on a quand même pas mal de patients qui progressent, qui compensent. Alors, avant qu'on les voie, ils disent « Ok, dans ma vie, j'ai réussi à fonctionner dans un temps de temps. » Ils vivent avec, ils prennent un traitement, puis ils l'arrêtent et ils trouvent que ça se passe pas si mal. Donc, on a plein de situations. Et au lieu de se poser des questions en termes « Ok, est-ce qu'il devrait mieux prendre un traitement ou pas? Pourquoi on a tant de retard diagnostique ?» On peut se poser la question différemment. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à présent? Est-ce qu'ils n'ont pas déjà bénéficié finalement de choses qu'ils ont appris un peu spontanément? Et en fait, on se rend compte que les patients, ils apprennent, comme tout un chacun, par essai-erreur, sans savoir forcément quelles fonctions cognitives ils ont entraînées en faisant des essais, qu'est-ce qu'ils ont compensé, qu'est-ce qu'ils ont entraîné, et sans savoir vraiment ce qui fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe. Et en fait, fonctionner par essai-erreur, sans savoir vraiment ce qu'on fait, et dans le cas où c'est correctement renforcé, réutilisé, vous allez voir, ça fait une analogie assez intéressante avec le neurofeedback, où c'est un peu ce qu'on propose aux personnes de faire. Donc, dans cette image, dans cette analogie, je me suis posé la question, quels étaient finalement les ingrédients qui pourraient être efficaces, et comment, de la perspective d'un clinicien, d'un médecin, un psychiatre ou un psychologue, on pourrait accélérer ce processus d'apprentissage. Et donc, c'est comme ça que j'ai forgé cette idée de psychotechnique, c'est-à-dire des techniques que l'on peut enseigner aux patients, qui peut réutiliser pour qu'il puisse progresser dans la gestion des symptômes de son TDAH. Alors, je vais séparer les choses en trois principaux points. Et je vais commencer par le premier point, la première psychotechnique, si vous me le permettez, c'est observer son attention.
Et je compléterai ça sur l'observation de son attention, parce qu'il vous fait des évocations vers le mindfulness, pour connaître son intention. Donc alors, j'ai mis cette image, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait des randonnées dans les Vosges, alors je vous invite à le faire, c'est très joli, mais au-delà de ça, si vous avez pris une carte IGN des Vosges, vous remarquez qu'il y a un truc assez particulier par rapport aux autres régions où on peut faire de la randonnée, c'est qu'il y a une multitude de sentiers, et voilà, et une multitude de petits signes. Alors, par exemple, si on décide de suivre le petit rectangle rouge, on passe par là, on monte, et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'intersections, et on peut facilement se perdre, en fait, malgré le fait que dans les Vosges, il y a énormément de sentiers. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Il faut surtout se rendre compte à quel moment on quitte le sentier. Pas tellement de rester sur un sentier, parce qu'il y en a partout, mais à quel moment on le quitte. Et peut-être ce qui se passe chez les patients avec TDAH, c'est que comme tout un chacun, on quitte le sentier sans cesse, sauf que les personnes TDAH se rendent compte bien plus tard qu'elles ont quitté le sentier. Et donc, l'idée est là qu'au fond, elles ne savaient pas vraiment quel symbole elles devaient suivre. C'est un peu ça l'idée. Et finalement, pour aider les personnes avec TDAH pour garder une meilleure attention, une première chose à faire, c'est déjà de clarifier quelle est mon intention. Donc, on peut même faire un petit jeu de mots là-dessus. Et un patient qui nous dira « j'ai du mal à me concentrer quand je dois faire ça ou ça », et ok, déjà, est-ce que vous avez clarifié, avant de commencer quelque chose, où vous avez du mal à vous concentrer, quelle est votre intention? Et plus que dire « ok, je veux lire ce texte », c'est quelle est la valeur, quel est l'objectif général que cet objectif vise. Donc, pourquoi vous voulez le lire? Quelle est l'importance de ce que vous voulez faire? Et une petite série de petites checklists qui peut se faire en quelques secondes. Quel est le temps que vous voulez allouer à ce chemin que vous voulez parcourir? Combien de temps vous pensez marcher? Combien de kilomètres? Et quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer? Quels sont les risques de distraction? Donc, une petite checklist en 4 items pour clarifier son intention. Qu'est-ce que je veux faire? Quelle est la valeur? Quel est l'objectif que je suis? Combien de temps? Et quels sont les risques de distraction? Et là, on donne un nom. Quelle est mon intention? Je veux écrire ce résumé pour arriver à l'envoyer dans la demi-heure à telle personne. Et je risque d'être dérangé par des mails. Voilà. Et donc, évidemment, on adapte en détail, mais on nomme ça et on le dit, mon intention, c'est ça. On peut se le représenter d'une façon ou d'une autre. Et à partir de là, on va aider les personnes à identifier les distractions, toutes ces petites choses qui vont nous faire dévier du chemin, la petite croix rouge qu'on essaye de suivre, quels sont les autres chemins que je vais emprunter. Et donc, dans une technique d'auto-observation, on va inciter à apprendre aux patients à repérer ce qui se passe dans leur esprit. Et donc, une fois que cette intention est observée, on observe les distractions. Et au lieu de se dire « oh là là, j'arrive pas à me concentrer », je dis « ok, là, je suis parti sur le chemin, le carré rouge. Là, je suis parti sur le triangle jaune. » Et on essaye d'observer, en fait, à chaque distraction, l'existence de cette distraction, dans une forme de pleine conscience, comme on observerait le fil des événements qui se déroulent. Et on se rappelle le petit mot-clé qu'on avait construit, l'intention. Et cela de façon répétée, sans jugement, sans forcément s'énerver, sans se dire « ok, j'arrive pas à me concentrer, c'est trop dur ». On continue comme ça, étape après étape. Donc voilà, le fait de donner des petits mots, ok, distraction, je quitte le sentier, quelle est mon intention? Le carré rouge, je suis le sentier que je veux suivre. Voilà, première étape, identifier les distractions. Et pour renforcer ça, vous avez déjà mis un petit point qui pourrait être intéressant, c'est d'identifier l'objectif général. On peut le faire de façon encore plus pragmatique, c'est ce qu'on appelle l'implémentation de l'intention. Tout simplement, c'est si, alors. Si, c'est notre intention. Je vais faire ça. Si je fais ça, alors, qu'est-ce que je fais? Et là, on peut également décliner les choses dans différentes temporalités. Le court terme, quelle est ma récompense? Alors, quelque chose qu'on se donne, finalement une motivation extrinsèque. Le moyen terme, mon objectif, et peut-être du très long terme, on peut avoir même une direction, une valeur. Donc, voilà, une façon de présenter de façon assez simple l'implémentation de l'intention. Et donc, on peut, voilà, dans l'observation de l'attention, comment améliorer son attention. Vous voyez une forme de psychotechnique basée sur des checklists et des mots que l'on met dans sa tête pour décrire les choses, pour
implémenter l'intention. Alors, ce concept de mots est assez important et je vais le développer un peu plus dans cette deuxième psychotechnique qui est, que j'appellerais observer son urgence à agir, qui finalement, vous allez le lire entre les lignes, vise à aider les personnes avec leur impulsivité. Alors, là, je vais vous parler d'une psychotechnique qui vient finalement, quelque chose que vous allez trouver assez simple, mais qui est très intéressant, et qui vient finalement de la thérapie comportementale dialectique, cette thérapie qu'on propose aux patients avec trouble borderline, créée par Marshall Linehan, qui est en fait une thérapie qui est du registre des TCC de troisième vague. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui, un des outils de cette thérapie est l'apprentissage de ce qu'on appelle des compétences. Le concept est assez proche de ce que j'appelle les psychotechniques. Des compétences qui vont être des formes de mots-clés, des formes d'acronymes souvent. Vous allez voir STOP ici, que l'on a enseigné au patient, et le patient, dans une situation donnée, ou par exemple une situation de stress important, une situation où il a une urgence à agir, une forme de pulsion d'action liée à une émotion, va l'utiliser. Il va se dire « stop », qu'est-ce que ça veut dire? Il déplie une série de petites actions. Et c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on entraîne. Et ça, c'est un des aspects de la TCD. Et donc, par exemple, on peut faire une petite psychoéducation sur les émotions et en rappelant au patient qu'une émotion, c'est une réaction physiologique tout à fait normale qui va juste nous aider à préparer une action de façon très rapide. La peur nous aide à fuir. La colère nous aide à nous battre, à nous défendre. La tristesse nous aide à arrêter une action et à se mettre en retrait. Et donc, il y a une urgence à agir qui est automatique. C'est la petite fusée. Les émotions nous servent à aller très vite, contrairement au contrôle cognitif, l'escargot, qui nous pousse à aller doucement et prendre des décisions basées sur un contexte complexe. Donc voilà, cette petite compétence psychotechnique qui s'appelle STOP, très simple à comprendre, très imagé parce que le terme parle évidemment, s'arrêter. Donc ça c'est 1, 2, 3 soleil, je ne bouge plus. On invite même les personnes à faire une pause respiratoire par exemple. Vous allez remarquer qu'en arrêtant de respirer, vous allez arrêter de penser aussi. Temporiser, hein, donc prendre une bonne respiration, qui leur compter jusqu'à 3 dans sa tête, respirer profondément, ou sentir le bout de chacun de ses doigts avec le pouce, en fonction de ce que le patient souhaite. Observer, donc c'est-à-dire prendre conscience. Quelle est mon émotion? Je mets des sous-titres. Quelles sont mes sensations? Quelle est mon urgence à agir? Et ensuite, le P, poursuivre l'objectif initial. Qu'est-ce que je veux faire? Donc, cette petite séquence qui se décline en 4 étapes, STOP, le patient apprend cette psychotechnique qui est un acronyme pour finalement faire face aux situations d'impulsivité. Ça paraît très simple, mais je vous assure que chez les patients à qui on l'enseigne, notamment dans nos programmes de TCD qu'on propose aussi à des patients qui ont un TDAH sévère, elles sont particulièrement appréciées par les patients et largement utilisées pour faire face aux situations d'impulsivité. Troisième psychotechnique que je vous présente, c'est observer le temps. Et là, c'est évidemment, vous savez que chez les patients TDAH, le temps est quelque chose de très, très complexe, avec un rapport au temps qui est déjà très variable en fonction du contexte, avec aussi une aversion pour l'ennui, pour les longues durées. Donc, ce qu'on apprend aux patients, c'est apprenez à utiliser un chronomètre. Alors, on peut utiliser des choses qui sont vraiment inventées pour les personnes TDAH. Ce que vous avez en haut, c'est ce qu'on appelle le time timer. C'est un petit minuteur de cuisine qui est juste fait pour qu'on puisse visualiser de façon très, très claire le temps qui s'écoule. C'est fait pour les enfants, ça a été développé dans des stratégies de rééducation chez les enfants TDAH. Les adultes peuvent tout à fait l'utiliser, c'est dans leur corde. Mais évidemment, avec un smartphone, on peut aussi utiliser un chronomètre un peu plus poussé. Surtout dans l'idée où, dans une liste de tâches, vous savez que les personnes TDAH font beaucoup de to-do list, de façon très inefficace. On leur dit, laisse tomber les to-do list, sauf si vous faites cette to-do list-là. Cette to-do list est une to-do list chronométrée. En pratique, on leur demande de faire une liste des choses à faire, importantes, et on leur demande, point hyper important, d'estimer le temps. Estimer le temps qu'ils pensent avoir besoin pour réaliser la tâche. Ils vont se tromper et dire « Ah, mais j'arrive pas, je suis nul. » Ok, essayez. Et ensuite, on leur demande de chronométrer les tâches qu'ils ont mises sur cette liste pour permettre une comparaison. Et surtout, ça, on les invite aussi à faire un total du temps qui est estimé pour pouvoir envisager si leur to-do list est réalisable, en fait. Parce que très souvent, je pense que tout le monde a fait cette expérience, on fait des to-do list qu'on recopie d'un jour à l'autre parce qu'on n'arrive pas à les réaliser dans des temps raisonnables.
Et donc, c'est un effet très négatif sur la confiance en ses capacités, et ça pousse vraiment à baisser les bras. Donc, les to-do list ne devraient se faire que de cette façon-là, en fait. Et c'est quelque chose qu'on peut enseigner aux patients. De façon plus détaillée, on peut utiliser la méthode Pomodoro. Alors, je pense qu'elle est assez bien connue par pas mal de personnes. Hein. Donc, on représente le temps avec une unité de temps arbitraire qui est finalement le minuteur de Pomodoro, c'est-à-dire tomate, le minuteur de cuisine en forme de tomate. L'inventeur l'a trouvé, a donné ce nom-là. Il n'y a personne qui s'appelle Monsieur Pomodoro. Donc, c'est 25 minutes. 25 minutes, c'est 25 minutes plus 5 minutes de pause, en gros. Et donc, pour chaque tâche, on met des tomates à remplir. Donc, là, pour rédiger cette synthèse, il faudrait aller environ 2 heures. C'est la chose la plus difficile, donc je la mets en premier. Je mets 5 tomates, 5 fois 25 minutes à peu près. Et chaque fois que j'en fais une, je la colorie, je fais 5 minutes de pause. Une pause très, très courte, hein, juste je marche, je bois un verre d'eau, je respire, pas plus, je ne vais pas faire des mails, hein, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, j'enchaîne plusieurs tomates, on peut les ajuster, on peut faire des tomates de 20 minutes si on veut, ou un quart d'heure en fonction des capacités attentionnelles. Toutes les 4 tomates, on se donne une vraie pause, où je vais faire autre chose, je vais me détendre, je vais aller faire un petit tour, je vais manger un truc, etc. Et on colorie les tomates au fur et à mesure. Voilà, ça c'est la méthode Pomodoro qui est finalement la même chose, un peu plus développée et peut-être un peu plus adaptable à des situations plus variées. Voilà, alors, quelles sont les limites de ce que je vous raconte, hein, je vais déjà être assez clair. On a très peu de certitude sur l'efficacité de cette technique, en fait. C'est une expérience clinique, c'est des choses qu'on apprend, c'est des choses qu'on voit, qu'on pioche à droite, à gauche. On n'est pas très au clair sur est-ce que utiliser une technique va aider les personnes en soi. C'est vraiment des situations, on est dans une situation assez proche de ce qu'on voit en médecine de rééducation. On utilise une attelle, on la bidouille, on regarde ce que ça donne, on essaie une autre. Alors en plus, on pourrait imaginer des protocoles un peu particuliers, vraiment avec des techniques que les patients choisiraient, et en fonction de ça, on verrait, en fonction de leur utilisation, quels seraient les bénéfices que le patient en tire. Il y a tout un travail de projet de recherche à faire, on n'y est pas encore, et il est très difficile de dire « ok, ça va marcher ». Mais on peut se dire que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait utilisable de façon très pragmatique dans des consultations habituelles. Le gros problème peut être comment le patient va trouver ça génial, c'est intéressant, mais comment je vais permettre que le patient l'utilise vraiment. Et donc, il y a quelques repères à avoir pour cela. La première chose, c'est limiter le nombre d'apprentissages en parallèle. Une stratégie à la fois. Vous en choisissez une. Prenez une de ces psychotechniques, une de ces cartes, et vous faites que celle-là. Les autres, ne les faites absolument pas. Faites celle-là seulement. Dans la thérapie comportementale dialectique, c'est ce qu'on fait, par exemple, en faisant par un programme de psychoéducation par semaine, en fait. Donc, un seul apprentissage à la fois, et on passera au suivant ensuite. On l'implémente et on passe au suivant. Ensuite, la répétition. On dit que pour prendre une habitude, il faut avoir répété quelque chose 20 fois, 25 fois en fonction. Et donc, c'est ça qui est le point important. Répétez, 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 appliquez, appliquez, appliquez aussi souvent que vous pouvez. C'est comme ça que vous allez l'apprendre, vous allez l'optimiser et l'utiliser comme un concept qui va être un petit pack. J'appuie sur le bouton stop, ça veut dire quelque chose. J'implémente mon attention, ça veut dire quelque chose. Je sais ce que c'est, je connais toutes les étapes et je les mets en route. Hein, comme quand on fait un coup droit au tennis, on pense à tout ce qu'il faut faire, la position, le mouvement, la prise et tout ça. Et ensuite, des petites techniques qui peuvent être très utiles, par exemple, hein, c'est vous invitez la personne à prendre des billes, mettez 5 billes dans la poche gauche. Et chaque fois que vous l'avez utilisée, vous passez une bille dans la poche droite. Hein, chaque fois que vous utilisez la psychotechnique, vous la passez dans une bille dans la poche droite. Et bon, si à la fin de la journée, vous avez toutes les billes à droite, c'est que vous êtes certainement en bonne voie. Si vous avez tout à gauche, peut-être que c'est... il faut se poser la question, qu'est-ce qui a coincé, hein. Donc finalement, c'est une façon de rendre concret. Les patients ont beaucoup besoin de rendre concret les choses, hein. C'est ça qui les aide. On peut les toucher du doigt. Quelque chose d'un apprentissage assez abstrait. Et donc après, toute la question est comment aider les personnes, hein, et peut-être via des réseaux pairs et danse, par exemple. Et voilà, alors je vous remercie de m'avoir prêté votre attention pour me suivre jusqu'ici. Je vous recommande quelques bouquins. Notamment, je vous mets un petit screenshot des petites bulles de l'attention de Jean-Philippe Lachaud, ici, qui a développé plein de psychotechniques complètement différentes. Et je vous laisse regarder ce livre qui est assez sympa à lire.
Voilà, je passe la parole à Jean-Arthur. Merci beaucoup, Sébastien, pour cette intervention ultra pratique. J'étais en train de me dire dans ma tête que je pouvais faire ces petites activités pendant que j'étais en train de me déconcentrer pendant la présentation, en me disant c'est quoi ton intention? Ah non, pas les mails. Je me refixer les émotions, le temps. D'autant que je pense, vu les questions qu'on prendra ensuite avec Régis, on est plus de 100 aujourd'hui. Et dans les questions, il y a aussi des questions, je pense qu'il y a des médecins, mais il y a probablement aussi des patients qui sont là et ça a parlé à beaucoup, je pense. Moi, je vais vous parler donc du neurofeedback. Il y avait même une question sur le neurofeedback, on y reviendra donc dans cette présentation. Et le titre qu'on a choisi un peu en écho, donc psychotechnique ou technopsychothérapie, c'est le neurofeedback est-il une psychothérapie assistée par la technologie? Alors j'ai choisi aujourd'hui de ne pas vous faire une présentation sur le niveau d'efficacité du neurofeedback dans le TDAH. On en a parlé dans d'autres présentations, dans le cadre des webinaires Next, mais c'est un débat actuellement, c'est une controverse scientifique qui est positive parce qu'elle encourage la recherche dans ce champ du neurofeedback. Mais aujourd'hui, je vais plutôt aborder l'enjeu technopsychothérapeutique, c'est-à-dire quelle place l'outil technologique, l'outil neurotechnologique, on va dire, a dans cette approche du TDAH. Alors, Régis Lopez disait qu'il y aura une présentation low-tech versus high-tech. Et ce que je vous propose en commençant, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas high-tech, je suis high-tech vintage. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise des solutions high-tech qui sont en fait extrêmement vintage dans leur usage. Et pour commencer, je vais vous parler des fondateurs de la psychiatrie biologique française, et notamment l'Association française de psychiatrie biologique, je pense, doit beaucoup, en tout cas dans son esprit, à Pichot et Delay, qui étaient à Sainte-Anne, on les voit là en photo, et qui en fait ont été les premiers à utiliser l'électroencéphalographie, c'est-à-dire la capacité à mesurer une activité cérébrale à la surface du crâne des sujets, notamment avec des troubles mentaux, pour voir l'activité EEG. Donc, avec une approche originale de cette mesure, c'est qu'ils essayaient de faire le lien entre ce qu'ils mesuraient en neurophysiologie avec les outils électrophysiologiques et la phénoménologie, c'est-à-dire les manifestations des troubles mentaux. Ils essayaient de faire le pont avec une approche qui est assez originale puisque, en fait, ce qui est dit, alors il y a eu un redécoupage de l'image dans la mise en page là, mais en fait, ce qui était écrit, c'est en somme l'efficacité des activités sensorielles et en fait, plus lié à l'impact que ça produit sur la sensation, à les réactions psychiques qu'elle entraîne, qu'à uniquement le stimulus lui-même. Il disait l'efficacité des activités sensorielles sur le EEG est dans une large mesure subordonnée aux réactions psychiques qu'elle entraîne. Donc, réaction psychique, c'est-à-dire que ces réactions qu'on enregistre autour de l'activité EEG est bien liée à l'effet psychique du stimulus. Donc ça, c'est un élément important parce que tout ce que tu nous as présenté, Sébastien, c'est le fait de pouvoir avoir conscience en fait de ces états intérieurs. Ben, c'est peut-être cette réaction-là qui est le plus corrélée à la neurophysiologie. Le deuxième fondement de ces high-tech vintage, après avoir vu l'usage de l'EEG en psychiatrie depuis les années en fait 30-40, puisque Pichot et Delay, Delay a fait son premier livre sur l'EEG en psychiatrie dans les années 40. Le deuxième inspirant, c'est Fessard, en high-tech vintage. Gustave Fessard, en fait, est un chercheur en neurophysiologie qui a le premier montré que les activités EEG à la surface du cerveau pouvaient être conditionnables, c'est-à-dire qu'on pouvait apprendre à un sujet à moduler son activité EEG. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la trace ici, c'est que les sujets eux-mêmes étaient les chercheurs. Et donc, ils pouvaient faire des auto-observations. Et ils pouvaient auto-observer qu'il y avait des modifications de l'EEG en fonction de leur état attentionnel et du regard qu'ils portaient sur leur attention. Et donc, ils pouvaient moduler leur activité cérébrale par cette auto-observation dont Sébastien, tu nous as parlé. Et donc, on pourrait, en donnant au sujet une information sur son activité cérébrale, renforcer cette capacité d'auto-observation de ses états mentaux.
Et cette boucle-là, entre le sujet et sa neurophysiologie, a été pour la première fois décrite dans les années 1935-37. Avec un élément important, l'EEG, en fait, ça a été inventé par, en tout cas, le terme a été, et le fait de le mesurer sur les humains, c'est un psychiatre, Gustave, pardon, ça a été inventé par un psychiatre, Hans Berger, et ce Hans Berger a proposé comme terme, au lieu d'utiliser l'électrocérébrogramme, qui était le terme avant ce psychiatre qui développe l'EEG, le terme électroencéphalogramme. Alors c'est un changement important parce que en fait, dans électrocérébrogramme, on parle de l'électricité de ce qu'il y a sur le cortex, c'est-à-dire dans la matière grise, quoi. Le psychiatre, en changeant les termes pour des raisons de racines grecques et latines, puisqu'en fait, les racines grecques électrogrammes se jointent à le cérébro, qui est une racine latine, a dit qu'il faut un terme uniquement avec la même étymologie, une étymologie commune grecque, a mis le terme encéphalo, mais en faisant électroencéphalogramme, on devient, c'est l'électricité de ce qu'il y a dans la tête, et pas de ce qu'il y a dans la matière grise. Et donc, on voit que dans l'électroencéphalogramme, c'est bien une capacité à voir une activité électrique de la réaction psychique, c'est-à-dire une dimension psychophysiologique de l'enregistrement EEG. Et c'est tout l'intérêt de ces high-tech vintage, de pouvoir donner un accès à ces états mentaux au travers une neurotechnologie qui est l'électroencéphalographie, mais qui existe en fait depuis les années 30. Alors, ces technologies de neurofeedback sont en fait à la confluence de plusieurs champs disciplinaires. Bien mesurer les états mentaux, ça suppose regarder, alors c'était par auto-observation, là j'ai fait ça, mais c'est de pouvoir avoir notamment des outils pour évaluer bien les états mentaux de ce que les gens ressentent. C'est la psychométrie. La neurophysiologie pour avoir des données EEG. Et l'idée, c'est bien de caractériser et comprendre les dimensions de vécu dans les troubles mentaux à travers les outils électrophysiologiques. Et puis, quand on peut bien comprendre ça, c'est voir si on peut les transférer dans des techniques de neurofeedback pour développer des stratégies sur la base de technologies neuroadaptatives qui a un fort intérêt actuellement dans le champ des neurosciences et de la psychiatrie. Donc, le principe, il est le suivant du neurofeedback. C'est enregistrer une activité cérébrale, traiter en temps réel par des systèmes technologiques. Alors, c'est plus facile maintenant parce que ça s'est miniaturisé. Le principe est le même que dans les années 30, sauf que les solutions technologiques sont moins chères désormais, plus facilement accessibles et sont numérisées et donc peuvent permettre des différents traitements de manière, du signal EEG de manière aisée. Et de le fournir au sujet sur une forme lisible, comme un thermomètre, pour qu'il apprenne à moduler cette activité EEG. Et donc, par exemple, si on mesure une activité EEG en lien avec l'attention, on peut développer des capacités chez le sujet de modulation de son attention par cette boucle psychophysiologique de neurofeedback. Et donc, c'est bien dans le travail de l'attention, le neurofeedback emmène à avoir l'intention de pouvoir changer son état attentionnel. Et cette intention est guidée par son signal électrophysiologique relié à l'attention. Bon. Donc, c'est cette boucle de neurofeedback, il y a deux éléments cruciaux. L'idée que le sujet doit apprendre quelque chose, à développer des compétences dans le cadre de cette boucle, donc le human learning. Grâce au feedback, il va apprendre à développer des skills, des compétences pour moduler son activité cérébrale. Et il y a aussi un enjeu plus technologique qu'on n'abordera pas trop ici, mais de machine learning, c'est-à-dire que la machine va apprendre à extraire les paramètres les plus efficaces pour apprendre au sujet à moduler cérébral. Alors, j'ai rajouté cet élément dessous parce que le réseau Neurofeedback Evaluation and Training de la FPBN, la section Next, collabore avec Cortico, qui est une association sur les interfaces cerveau-ordinateur, qui, dans le champ des technologies de l'ingénierie, travaille sur ces boucles d'interface cerveau-ordinateur. Il y a une dimension quand même éthique derrière, c'est que l'idée, c'est pas de faire des surhommes, mais d'apprendre des compétences qui puissent permettre d'aller mieux. On met ça en avant parce que Elon Musk, après avoir fait des voitures électriques, après avoir fait des fusées qui remplacent la NASA, après avoir fait de l'intelligence artificielle qui est capable d'écrire et de dire des textes automatiquement, maintenant s'inspire avec Neuralink à ces neurotechnologies en implantant des électrodes dans la tête des gens. Et donc,
le champ des neurotechnologies, nous, qu'on essaye de travailler au sein de Next, ce n'est pas l'idée de la post-humanité Elon Muskienne pour aller faire du neurofeedback sur la Lune avec des voitures électriques, mais d'essayer de dire que ces technologies sont un outil assez intéressant pour développer des capacités introspectives, d'intention, de compréhension et de régulation de ces états mentaux. Alors, la boucle, elle est assez facile à comprendre et au point qu'on peut même la réguler, l'implémenter chez des animaux. Je suis désolé pour la mise en forme qui s'est modifiée. Normalement, il n'y aurait pas le texte. Il faut imaginer le petit chat derrière qui a une boucle. On mesure sur son crâne une activité cérébrale et quand il réussit à moduler son activité cérébrale, il a une petite lapée de lait. Et donc, c'est le principe du conditionnement opérant, sauf que là, l'opérant, ce n'est pas un comportement, c'est une activité cérébrale. Alors, cette boucle qu'il faut imaginer derrière, on mesure l'activité du chat. Quand il arrive à moduler son activité cérébrale choisie dans le sens désiré, il a une récompense. Mais elle est intéressante parce qu'en fait, on voit 3 photos de chats ici. Ces 3 chats ont des récompenses, mais utilisent des stratégies comportementales très différentes. Le chat avec la patte levée, le chat comme étendu, comme s'il dormait, et le chat en position méditative, Christophe andréienne. Et ces 3 états sont comportementaux aussi différents, mais ont pour ces 3 chats le maximum d'impact sur leur activité cérébrale, et c'est ça l'origine du neurofeedback. Laisser ouvert le sujet, la possibilité de trouver ce qui lui est propre pour moduler l'activité cérébrale dans le sens le plus efficace, grâce à cette boucle de neurofeedback. Mais au cours de cette boucle, il faut s'assurer qu'il se passe bien quelque chose et que le chat, là, apprend, mais que l'être humain aussi apprend. Et souvent, le débat dans les études d'efficacité du neurofeedback dans le TDAH, c'est qu'on ne s'est pas assuré que les sujets apprenaient quelque chose. Et en fait, ce n'est pas quelque chose de trivial de s'assurer que cette technologie permette au sujet d'apprendre quelque chose. Pourtant, je vous montre là la première étude sur le neurofeedback dans le trouble déficit de l'attention avec hyperactivité, qui s'appelait à l'époque le trouble hyperkinétique, dans les années 70. Elle est intéressante, cette étude, parce que vous voyez, là, on voit le signal qui augmente, qui diminue, qui augmente. C'est qu'en fait, on apprend au sujet à moduler l'activité cérébrale dans un sens, dans l'autre, et puis à nouveau dans l'autre sens. Et on voit qu'au fur et à mesure des sessions, il apprend de plus en plus à réguler. Et il peut apprendre à réguler dans l'autre sens. Et que cette régulation va avoir un impact différent sur les symptômes d'inattention. Mais il y avait ces courbes d'apprentissage que paradoxalement, on voit moins, voire pas du tout, dans les études récentes. Alors, c'est ce point central quand on parle du neurofeedback qui est essentiel. Modéliser l'apprentissage. En fait, entre le choix du biomarqueur sur l'activité cérébrale, c'est-à-dire l'activité EEG qui est reliée à un symptôme particulier, un état mental particulier, qui est un élément important, il faut s'assurer aussi que les protocoles de neurofeedback permettent un apprentissage. Dans l'idée qu'entre l'efficacité clinique et le neurofeedback, la phase de développement de compétences et d'apprentissage est importante. Le problème, c'est que c'est un champ de recherche énorme et qui en fait est peu développé dans le champ clinique. Ou autant dans le champ des interfaces cerveau-ordinateur, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour permettre de trouver des facteurs prédictifs d'apprentissage, des métriques d'apprentissage, parce que ce n'est pas aisé de savoir si l'EEG est de plus en plus modulé. Trouver des métriques d'apprentissage, c'est un enjeu de recherche. D'adapter les protocoles de neurofeedback en temps réel pour optimiser l'apprentissage. Vous voyez, quand on apprend à faire du vélo avec les petits trous, alors je sais que ce n'est pas la méthode optimale d'un point de vue psychomoteur, qu'il vaut mieux utiliser des draisiennes, et qu'en utilisant des draisiennes, on apprend automatiquement aux enfants de faire du vélo sans petits trous. Mais si on utilise des petits trous, l'idée c'est de lever progressivement les petits trous pour que l'enfant apprenne progressivement à faire du vélo. Et bien, comment on pourrait moduler le degré de difficulté au cours du neurofeedback? Ça, c'est un enjeu de recherche. Et l'impact de l'apprentissage sur la cible EEG, également montrer que plus le sujet apprend, plus c'est efficace. Et ça reste un sujet de recherche. Le problème pour faire ça, c'est qu'il faut pouvoir modéliser l'apprentissage, et que ça, c'est également un champ de recherche. Je vous ai mis quelques exemples de modèles, notamment avec les collaborations qu'on a avec Camille Genet et Fabien Lotte au sein du réseau Cortico, et le rôle de la section Next est aussi de faire ces liens de recherche. Et là, on voit déjà que l'hypothèse d'efficacité clinique est reliée à la performance à la tâche,
ça c'est déjà une hypothèse importante et qu'il va falloir renforcer dans les études futures, et que la performance à la tâche, il faut trouver les facteurs prédictifs qui sont à la fois liés à la tâche elle-même, c'est-à-dire au signal EEG, au feedback du signal EEG qu'on fait, mais aussi à des facteurs attentionnels, motivationnels. Et là, on peut se poser la question de est-ce qu'un sujet avec un TDAH va apprendre de la même façon au cours du neurofeedback qu'un sujet sans TDAH? Bien évidemment, non, mais c'est peu pris en compte. Et des facteurs autour de l'acceptation technologique, c'est-à-dire de la façon dont je me rapporte aux technologies. C'est une variable très importante dans les high-tech, comme Régis soulignait, c'est notre rapport aux high-tech. Il est plus probable d'adopter une high-tech si on pense qu'elle peut être utile pour moi que si je ne le pense pas. Donc ces modèles peuvent se complexifier avec plein de variables et l'enjeu actuellement, c'est parmi ces multitudes de variables qui prédisent l'apprentissage, c'est quelles sont celles qui ont le plus d'impact et qui sont les plus pertinentes d'un point de vue clinique. On voit grâce à l'expérience clinique que Sébastien nous propose que l'intention, le regard sur les émotions et le temps sont des éléments centraux. Mais c'est pareil, ici, ça serait d'isoler les variables qui seraient le plus importantes dans cette technique psychothérapeutique. Alors, technique psychothérapeutique ou remédiation psychophysiologique. Alors, si on dit que grâce aux techniques psychothérapeutiques, on agit plus sur les contenus de pensée, les pensées qui peuvent arriver, et que les techniques de remédiation cognitive agissent plus sur le contenant de la pensée, c'est-à-dire les mécanismes cognitifs de la pensée, on peut dire que le neurofeedback, suivant un autre modèle d'apprentissage, agit plus sur la mémoire de travail, l'attention, le traitement sensoriel, etc. Pour autant, en renforçant ces techniques, alors j'allais dire techniques psychothérapeutiques, puisque ça fait pont là avec ce que Sébastien nous disait, en renforçant, grâce au neurofeedback, le niveau d'attention, le niveau de mémoire de travail, etc., ça peut être un levier pour renforcer aussi la psychothérapie en termes plus classiques de psychothérapie. Et c'est là où on se rejoint avec Sébastien, je pense, c'est que dans les deux cas, en fait, notre idée est de cibler des éléments assez cognitifs, que ce soit par des techniques au cours de la psychothérapie, comme il vous l'a dit, ou que ce soit par des technologies de remédiation, comme l'est le neurofeedback, pour au final favoriser le rapport qu'on a avec ses propres pensées, ses contenus de pensée de type ben, je suis nul, je ne vais pas y arriver, il vaut mieux abandonner, etc., qui arrivent comme conséquence en fait de tous ces mécanismes cognitifs. Donc, l'idée dans le futur, ça sera de renforcer l'apprentissage au cours du neurofeedback autour du sentiment d'efficacité personnelle, c'est-à-dire que j'arrive à apprendre des compétences nouvelles dans la boucle de neurofeedback et je me rends compte que mes capacités d'attention, de mémoire, etc. s'améliorent grâce à cette boucle. Il faut gérer aussi quelque chose qui est peu évalué dans les boucles de neurofeedback, c'est que en fait, échouer à la boucle, ça peut créer une anxiété, une computer-anxiété, une anxiété liée à l'informatique, mais c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ne pas mettre les sujets en situation d'échec dans ces boucles de neurofeedback, et ça suppose d'être attentif aux instructions qu'on donne, au contexte dans lequel on le fait, qui c'est qu'il y a autour, est-ce qu'il y a un thérapeute, par un thérapeute, comment se passe la tâche, est-ce qu'il y a un pré-entraînement, est-ce que il y a des explications de la tâche dans les instructions qui sont très précises, et puis comment le feedback est fourni au sujet, et tout ça peut avoir un impact majeur sur la boucle de neurofeedback. Donc, sur tous ces enjeux du neurofeedback, on pourra en rediscuter le 16 septembre prochain à Bordeaux, où vous pouvez aller sur le site de l'AFPBN pour pouvoir vous inscrire à la journée sur le neurofeedback. C'est la 6e journée en 2022 sur Bordeaux, pour pouvoir voir un des enjeux du neurofeedback, cerveau. Et donc, on va pouvoir, je vais vous arriver, Régis et Sébastien, pouvoir échanger sur ce thème psychotechnique et technopsychothérapie. Bon, ben super, merci à tous les deux pour cet éclairage sur ces deux approches. Moi, je ne suis pas finalement convaincu qu'on parle quand même de la même chose et quand même, vous avez bien montré tous les deux à quel niveau les choses se passent. Et alors, on va lister après les questions qui ont été posées. Et finalement, j'ai beaucoup aimé, Sébastien, la façon dont tu as formalisé la notion d'intention qui caractérise finalement, qui est un peu, voilà, vraiment prendre conscience
prendre conscience de ce qu'on va mettre en œuvre et surtout pourquoi le faire. Et je trouve vraiment ça s'oppose, Jean-Arthur, à presque, j'ai l'impression, à la philosophie du neurofeedback, où moi, quand je suis amené à devoir expliquer à mes patients ce qu'est le neurofeedback, je leur dis souvent, vous avez dû entendre 1000 fois quand vous étiez à l'école, concentre-toi. Et que ben, c'est bien le problème, c'est que savoir, c'est pas une intention que de se concentrer, c'est pas quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui se sent, et que le neurofeedback est vraiment dans quelque chose où on se dégage complètement de l'intention, mais on essaye, et puis on se dit, et là on a ce retour qui nous dit, là tu es concentré, c'est ça d'être concentré. Et finalement, on doit se dégager de cette notion d'intention qui est finalement si importante dans les approches psychotechniques. Et il y a pas mal dans le public là, de questions, ou en tout cas qui n'ont pas été posées, mais probablement des gens qui se la posent. C'est finalement, Jean-Arthur, quelle place ça a aujourd'hui dans la thérapie, en pratique? Est-ce que ça fonctionne? Et si oui, à quel niveau? Et l'accès de cette thérapie en France, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, pour tes deux questions, du coup, sur l'intention, ben, oui, enfin, je pense qu'il y a des débats philosophiques pour définir l'intention, enfin, un débat en termes d'analyse conceptuelle par rapport à l'intention. Pourquoi je faisais le pont? Parce que je pense qu'il y a un débat dans le neurofeedback de savoir si on apprend à contrôler son attention ou on se met dans une disposition dans la boucle qui permet d'être dans une disposition d'intention un peu flottante, d'être attentif à cette boucle. Et progressivement, on se rend compte qu'on est de plus en plus attentif à ces états mentaux et ça peut avoir un effet cognitif. Et tout un débat est de savoir qu'est-ce que le sujet font au cours d'une boucle de neurofeedback. Et c'est pas souvent on le présente comme une boucle de contrôle. Et je pense que c'est pas que ça. Il y a quelque chose aussi d'une disposition à être attentif à la boucle pour moduler les activités cérébrales. Même si c'est quand même des choses qui sont actives, quoi. Mais bon, c'est le rapport à la volonté et à l'activité dans la remédiation cognitive qui est questionné là. Par rapport à la question de la thérapeutique et de l'accès, eh bien, l'accès, en fait, existe, mais étant donné le fait que la thérapeutique de neurofeedback est actuellement fait l'objet de controverses scientifiques, c'est-à-dire de discussions sur l'efficacité de la thérapeutique, il vaut mieux s'assurer que le neurofeedback est pratiqué dans un cadre thérapeutique du TDAH, c'est-à-dire chez des thérapeutes qui ont un panel d'offres thérapeutiques qui est diverse et qui est collaborative avec d'autres acteurs. Donc, ce que je pense sur le neurofeedback, c'est de ne pas attendre d'elle une panacée, mais une stratégie complémentaire d'un programme de prise en charge structuré autour de l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique, la remédiation cognitive, la pharmacologie, ce que tu as proposé comme dichotomie entre la rééducation et la réadaptation. Puis du coup, il y a rééducation, réadaptation, mais en amont, il y a pharmacologie, enfin un traitement médicamenteux du symptôme lui-même, mais que s'assurer que le neurofeedback soit là-dedans. Mais un thérapeute qui vous dirait qu'il fait que ça serait problématique, non pas parce qu'il fait que ça, mais parce qu'actuellement, la controverse est telle que il est problématique de dire qu'on fait que ça. Ouais, et tu disais, il y a un enjeu majeur dans toutes ces stratégies de remédiation, c'est les liens entre la performance à la tâche et le résultat clinique. Il y a cette même controverse avec les programmes de réentraînement de la mémoire de travail, où finalement, si il y a soit des tests papier-crayon ou alors des applications qui permettent de réentraîner diverses fonctions de l'attention. Et finalement, on se rend compte qu'on est bon, plus on pratique, plus on est bon sur ces exercices-là. Donc, il y a bien une amélioration de la performance à la tâche et qui, malheureusement, se transpose pas toujours dans le quotidien des patients directement. Et d'où, comme tu le dis, vraiment l'importance d'avoir que le neurofeedback fasse partie d'un ensemble et que surtout que la personne qui effectivement pratique ait aussi les autres
on va dire, les autres cordes à son arc pour prendre en charge le trouble, parce que utiliser ça seulement peut être quelquefois assez décevant, et par contre, comme tu le disais, va pouvoir venir potentialiser tout le travail que, par exemple, que Sébastien propose, dire finalement, si on a une meilleure disposition attentionnelle, tous ces efforts qu'on va demander de mettre en place vont être plus faciles. Et c'est aussi finalement un peu la place du traitement. Dans on fait aujourd'hui cette dichotomie entre vos deux approches, mais il y a aussi la dichotomie médicamenteux versus non médicamenteux. Mais finalement, le traitement, souvent, on en a l'expérience dans notre pratique. Sébastien, tu me diras si c'est le cas, mais que des patients qui, souvent, il faut instaurer le traitement pour que les patients se saisissent vraiment de ces approches-là de mise en place de techniques dans leur quotidien, et que c'est souvent bien plus efficace quand ils sont traités. Ça permet vraiment de maximiser ces approches-là. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est clairement le cas, en fait. Et on a même des doutes sur le fait que les thérapies, psychothérapies, même celles qui sont structurées, manualisées, aient vraiment une efficacité chez les patients qui ne sont pas médicamentés adultes. Je parle des adultes, c'est pas tout à fait pareil que chez les enfants. Voilà. Après, on sait aussi qu'il y a aussi une question de persistance de l'effet. Et donc, comme souvent, les deux, c'est mieux. Mais c'est vrai, j'ai vu ça dans une question, par exemple. Est-ce qu'en théorie, il faudrait utiliser des psychothérapies en premier avant d'essayer le médicament? C'est écrit un peu comme ça dans l'AMM, en France, pour la Ritaline, mais en vrai, c'est un peu c'est un peu absurde. Les patients qui sont les plus sévères, de la même façon que dans d'autres troubles psychiatriques, les troubles de l'humeur, on commence par la médication, parce que autrement la psychothérapie ne va pas fonctionner. Il faut pas compter sur faut pas y aller avec une forme de gradation en échelle. Si c'est un gros problème, il faut parfois utiliser la pharmacologie en première intention. Mais l'AMM est formulée de façon un peu ambiguë. On sait par contre que les guidelines sont assez unanimes. C'est le traitement en premier lieu. C'est ça qui marchera avec plus de certitude. Donc si on a besoin d'un effet rapide, il faut un traitement. Mais après, la gradation ne va pas forcément se faire en échelle. Elle doit se faire plutôt en fonction du contexte et des difficultés de la personne. Et alors il y avait, donc il y avait cette question-là. Donc c'est pas réglementaire aussi de proposer une approche psychothérapique avant le traitement, parce que déjà il faut en avoir la possibilité de la proposer cette approche-là. Et déjà il y a donc très peu de praticiens qui s'occupent spécifiquement du TDAH, et encore moins de propositions de suivi structuré de ces programmes-là que Sébastien vous a présenté. Et donc c'est vrai que dans un monde idéal, on dit toujours de commencer par des approches non médicamenteuses, mais en pratique aussi, il faut faire avec les outils qu'on a, et que c'est rarement le cas d'avoir à disposition ces outils-là et d'avoir après cette possibilité de passer à l'étape supérieure. Donc en tout cas, il n'y a pas de cadre réglementaire d'avoir justifié, d'avoir proposé une approche non médicamenteuse pour justifier de la mise en place d'un traitement. Sébastien, je voulais te poser la question, parce que finalement, dans cette notion de clarification de l'intention, ça fait écho, je trouve, finalement, aux approches de TCC troisième vague, de mindfulness, où finalement on accepte, par exemple, quand tu disais, on accepte de voir les distractions arriver dans l'acte, les thérapies actes, où il est important de formaliser l'objectif, les valeurs. Tu es d'accord avec ça, que finalement on emprunte aussi dans cette approche-là 100%, dans les approches du quotidien dans le TDAH, finalement ces outils-là? Oui, tout à fait, c'est vraiment la base. C'est pour ça que je mettais ce petit moine bouddhiste au début. Les TCC de troisième vague ont été finalement inventés par la TCD, la thérapie comportementale dialectique. C'est la première TCC de troisième vague, avec cette question de ne pas vouloir forcément rééduquer, mais peut-être aussi accepter les choses, essayer d'être plus dans une souplesse pour guider avec ce qu'on est, et donc, notamment pour observer les distractions, pas forcément les supprimer, ne pas bloquer forcément ces distractions, et vraiment travailler sur les buts lointains, comme une source de motivation notamment. Et donc, que ce soit ACT, que ce soit les thérapies basées sur mindfulness, c'est une façon différente d'approcher le problème, mais c'est la même base, et c'est vers ça que toutes les TCC vont aujourd'hui. Et clairement,
le modèle que j'utilise, enfin le modèle, enfin, en tout cas dans les propositions que j'ai faites, c'est inspiré de ça, clairement. Alors, je vois juste qu'il y a des gens qui voulaient voir la vidéo, je vais la repasser, comme ça vous aurez le temps de noter. Là, il y a une question pour toi, Jean-Arthur, enfin, on peut en discuter tous les trois. C'est comment explique-t-on que le neurofeedback soit remboursé en Allemagne, entre autres, et qu'il soit si controversé en France? Alors, tu me diras, Jean-Arthur, mais bon, je ne crois pas que ce soit je pense que c'est controversé un peu partout et que souvent, alors je ne sais pas en Allemagne quel est le système de santé de remboursement, mais il y a beaucoup de systèmes privés pour les remboursements. C'est difficile de comparer les systèmes de remboursement parce qu'en France, on a un système de remboursement quand même qui est universel, enfin qui est pour les rembourser, c'est pour tout le monde. En Allemagne, on a le cas en médecine du sommeil, sur des dispositifs innovants, tout ça, c'est que les mutuelles peuvent, pour des raisons... enfin, d'une part, il y a des systèmes de remboursement purement privés, donc on peut rembourser certaines sessions. C'est une controverse, en fait, pas française, c'est une controverse scientifique. Mais dans controverse, il n'y a pas de vision négative, c'est normal, la science avance par controverse. Mais c'est une controverse internationale, c'est juste un enjeu scientifique international d'avancer sur les facteurs d'efficacité dans le neurofeedback, afin de s'assurer que dans cette boucle de neurofeedback, c'est bien la boucle qui a un impact sur l'amélioration de la symptomatologie, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence entre ce qui est dit, qui est fait, et la conséquence de ce que ça permet. Et ça, c'est un élément de rationalité de la pratique soignante, médicale occidentale, qui est importante à maintenir. Et si le neurofeedback ouvre de superbes hypothèses mécanistiques et interventionnelles, elle soulève aussi beaucoup d'enjeux pour renforcer nos preuves. Et pour illustrer là une question qui a été posée, la question était pourquoi les personnes qui souffrent de TDAH ont tellement besoin de faire plusieurs choses à la fois, comment on explique cela? Ça fait écho aussi à un troisième aspect, je pense, qui est important dans les approches non médicamenteuses, c'est la psychoéducation et les modèles qu'on a aujourd'hui de compréhension du trouble. Je pense que c'est très important qu'une personne qui souffre de TDAH puisse avoir un modèle de compréhension par rapport à sa façon de fonctionner. Et cette façon de fonctionner, de dire pourquoi j'ai besoin de faire 1000 choses en même temps. Alors, pour répondre spécifiquement à cette question, on pense qu'il y a cet aspect dont Sébastien parlait, de régulation des émotions, mais surtout de la motivation dans le TDAH, et que finalement, on a un cerveau qui est toujours en appétence, de besoin de beaucoup de stimulation, et que finalement, pour bien fonctionner, il faut toujours qu'il soit à très haut régime. Raison pour laquelle, souvent, les personnes, étonnamment, arrivent à mieux se concentrer lorsqu'elles font plusieurs choses en même temps. Par exemple, regarder un film, beaucoup disent si vous m'amenez au ciné et que j'ai rien d'autre à faire que regarder le film, je ne vais pas réussir. Par contre, si je suis à la maison et qu'en même temps je fais un truc, un autre, ça va me permettre de rester attentif. Donc, on pense que cette façon de fonctionner-là est expliquée par le besoin de stimulation. Et une fois qu'on a dit ça, c'est aussi la personne peut se comprendre au travers de ce mécanisme-là et de dire je comprends que j'ai peut-être besoin que les choses que je fais soient extrêmement stimulantes et comment je vais pouvoir instiller un peu plus de fun dans les tâches que je dois faire, parce qu'en fait, c'est à ça que je fonctionne. Et donc, je pense que parmi, il y a les deux approches dont vous avez parlé, et une troisième qui est un socle, qui est vraiment je ne dis pas qu'on peut expliquer tous les fonctionnements, tous les symptômes par des choses aussi simples, mais donner un cadre de compréhension à sa façon de fonctionner au patient est très important pour l'aider finalement à lui-même mettre en place les stratégies d'adaptation dont tu parlais, Sébastien. Tout à fait d'accord. Écoutez, je ne sais pas si on a passé à peu près toutes les questions qui étaient... Oui, il y avait une question sur l'avis qu'on peut avoir sur l'hypnose et la confiance en soi, surtout chez les préados et les adolescents. Alors, là, pareil, je crois que l'hypnose repose beaucoup sur... les résultats qu'on a en hypnose reposent beaucoup sur les praticiens qui la font, et je crois qu'il y a assez peu de données vraiment objectives sur l'efficacité.
Mais ça souligne finalement, quand on parle de confiance en soi, le fait qu'on vous rappelle hein, que le TDAH est rarement seul et qu'il vient compliquer d'autres situations, ou d'autres situations viennent le compliquer, en particulier l'anxiété, la confiance en soi, et que c'est évidemment des éléments, on va dire, qui sont à distinguer de ce qui est le propre du TDAH, mais qui sont indispensables à travailler avec des patients lorsque ces symptômes, lorsque ces difficultés sont là. Ben, la confiance en soi est essentielle dans la confiance qu'on va pouvoir avoir à ce que les stratégies qu'on va mettre en place soient efficaces, que la thérapie dans laquelle on va se lancer va fonctionner. Donc, bien sûr qu'il y a une place très importante pour toutes les thérapies qui viennent couvrir aussi tout ce qui vient s'agréger autour du TDAH. On va devoir arrêter là, je pense. On arrive au bout de l'heure du webinaire, effectivement. Alors, n'oublie pas le prochain webinaire, le 17 juin, c'est la section neuropsychopharmacologique hein, qui va parler des traitements psychodysleptiques. Mais écoutez, on vous remercie à tous d'avoir été nombreux et je vois qu'on a retenu 89 participants jusqu'à la fin, ce qui est vraiment super. Et voilà, on vous remercie vraiment chaleureusement tous les deux d'avoir effectué ces présentations et montré voilà, tous les champs du possible dans les prises en charge non médicamenteuses. Et puis, on vous dit à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci. Au revoir à tous.